Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Aujourd'hui, nous allons parler donc des BPF, comment traduire vos exigences en procédure opérationnelle. Donc, bienvenue à notre jeudi qualité de Mivado Global Performance. Il nous fait plaisir de vous accueillir encore une fois cette semaine pour parler donc des bonnes pratiques de fabrication. Vous n'êtes pas sans savoir que le webinaire d'aujourd'hui, comme toujours, est sous la responsabilité de Mivado Global Performance et que Mivado Global Performance détient tous les droits d'auteur sur cette formation et que tout le contenu et le support que nous mettons à votre disposition ne sont pas destinés à la vente. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vos propres comptes, mais nul n'a le droit de distribuer ce matériel à des fins commerciales. Donc, vous êtes avertis. Donc, pour continuer, je dirais que Mivado Global Performance est un cabinet de conseil d'experts et de formation. Nous euh, intervenons donc dans le support aux entreprises pharmaceutiques, biopharmaceutiques, d'instruments médicaux et agroalimentaires. Nous intervenons dans l'ingénierie, dans le développement des procédés, dans la validation pharmaceutique, dans la qualité, l'installation ou l'implantation donc de systèmes qualité et de conformité. Donc, ce sont des activités qui sont liées directement ou indirectement donc à la production pharmaceutique. Nous intervenons aussi dans l'intelligence artificielle, dans la transformation numérique ou des données et dans le Lean Six Sigma pour l'optimisation de vos procédés de fabrication. Et par-delà, nous allons améliorer de façon continue vos procédés, vos façons de faire, tout en assurant l'intégrité des données, l'audit qualité, la validation, la conformité aux bonnes pratiques de fabrication et la bonne pratique de performance qui n'est pas des moindres. Donc, sur ce, je crois que nous avons fait le tour de ce que nous sommes comme Vivado Global Performance et je vais vous laisser avec une courte vidéo qui va vous résumer tout cet élément-là. Merci et à très bientôt. Je vous retrouve tantôt. Jouissant d'une réputation de qualité et d'une approche dédiée, nous offrons des portfolios de services exceptionnels, des solutions sur mesure et un soutien à la clientèle remarquable pour le marché des sciences de la vie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser vos performances et atteindre l'excellence. Donc voilà, comme je le disais, c'est notre cours vidéo qui statue sur ce que nous sommes, ce que nous faisons et toute l'amélioration continue et tous les éléments que nous mettons à votre disposition. Donc sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet en passant par les éléments que nous allons vous proposer maintenant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que nous offrons aussi de la formation. Et qui dit formation dit vulgarisation des connaissances. C'est ce que nous faisons à travers nos jeudis qualité sous forme de webinaire et que vous êtes nombreux à suivre désormais. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent d'ailleurs. Nous sommes arrivés à 100 abonnés sur notre page YouTube. C'est sûr que c'est petit par rapport à certains groupes que nous connaissons, mais pour nous, c'est déjà énorme. C'est un grand pas et nous tenons à vous remercier. Donc, voilà, sur ce, je crois que sur notre site web, nous avons des modules de formation aussi qui sont auto-payantes, donc à la demande. Vous pouvez vous inscrire, payer ou acheter le module et suivre votre formation sur les bonnes pratiques de fabrication ou alors sur la pharmacovigilance. Et à la fin de cet exercice, vous allez avoir un questionnaire sous forme
de gestion de la connaissance, de vérification des connaissances et à la suite de ça, vous aurez votre certificat qui est téléchargeable directement via notre site Internet. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site Internet et voir et découvrir tout ce que nous vous proposons. Donc, voilà. Maintenant, nous allons tomber sur le vif du sujet. Aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est comment traduire les exigences des bonnes pratiques de fabrication en procédures opérationnelles claires et précises pour les opérateurs et pour nous-mêmes. Donc, c'est une formation pratique pour les équipes qualité, production et de management, c'est-à-dire les équipes de gestion. C'est vrai, souvent, nous allons traduire les bonnes pratiques de fabrication en procédures. Les procédures, ça peut être des instructions de travail, ça peut être des formulaires, ça peut être des enregistrements. Donc, tout ce qu'on va utiliser de façon qualité pour tracer, pour documenter nos activités au niveau des bonnes pratiques de fabrication sont déjà régulés par les bonnes pratiques de fabrication. Donc, ce sont ces principes de bonnes pratiques de fabrication que nous allons traduire dans nos procédures. Et comment le faire de façon claire, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, vous allez voir qu'au menu, nous allons parler donc du contexte et des enjeux des bonnes pratiques de fabrication. Je suis sûr que vous le connaissez déjà, parce que toute notre activité de jeudi qualité est basée sur les bonnes pratiques de fabrication. Alors, toutes nos vidéos sont en relation avec les bonnes pratiques de fabrication, soit une partie, soit la totalité, soit certains principes qui sont mis en avant, développés pour pouvoir approfondir cette notion de bonne pratique de fabrication. Donc, nous allons voir le contexte et l'enjeu des bonnes pratiques de fabrication. Ensuite, nous allons passer au cadre réglementaire et principes clés. Donc, je sais qu'on est déjà au courant de ça, mais nous allons revenir là-dessus pour donner un peu d'explication pour ceux qui se joignent à nous aujourd'hui et qui nous découvrent donc via ce webinaire, ce jeudi qualité. Nous allons ensuite parler donc des méthodologies ou de la méthodologie de traduction en 5 étapes. Comment faire pour traduire les BPF en procédure opératoire normalisée ou alors en SOP, comme on dit SOP. Ensuite, nous allons voir étude de cas pratiques, donc un exemple palpable pour démontrer ce que nous entendons par traduire les bonnes pratiques en procédure, puis découvrir quelques pièges à éviter, facteurs de succès, puis une petite synthèse pour finir notre jeudi qualité. Donc, voilà le menu que nous proposons aujourd'hui. C'est bien étoffé, c'est court, en une minute ou je vais dire en 60 minutes. Nous allons essayer de décortiquer tout ça et voir les tenants et les aboutissants et voir quelles sont les clés ou les éléments à retenir pour bien traduire nos bonnes pratiques de fabrication en procédure opératoire normalisée. Alors, pourquoi les bonnes pratiques sont essentielles? Les bonnes pratiques de fabrication sont essentielles. Vous allez voir que au niveau des agences de réglementation, on va dénoter que plus de 75% donc, des rappels de l'eau sont liés à des écarts procéduraux. Qui dit écarts procéduraux dit la non-conformité entre ce qui est fait et ce qui est écrit, ou alors entre ce qui est écrit et ce qu'on a demandé de faire. Vous voyez, donc dans tous les cas, il y a un écart, il y a une disparité entre ce qu'on dit de faire, ce qu'on a fait et ce qu'on a documenté. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la bonne pratique de documentation. Ok, on aura le temps de revenir là-dessus dans un live de jeudi qualité. En deuxième position, il faut voir que 100% des inspections évaluent la qualité des procédures. Évidemment, lorsque les agences de réglementation font leur audit au niveau des entreprises, qu'est-ce qu'ils voient? Ils vont auditer, ils vont inspecter les lots qui sont fabriqués, ils vont demander à voir les procédures et ils vont comparer les procédures par rapport aux faits, par rapport à ce qui est documenté.
Donc, c'est souvent cette comparaison qui va amener des écarts ou qui va démontrer des écarts qui sont liés donc à la pratique des bonnes pratiques de fabrication. Un troisième élément, c'est que euh, 3 fois plus de non-conformités euh, sont liées à des procédures qui ne sont pas claires, c'est-à-dire la procédure est mal écrite, la procédure ne tient pas la route et la procédure ne reflète pas ce qui est fait en réalité. Donc, les bonnes pratiques de fabrication ne sont pas qu'une obligation réglementaire, elles protègent le patient et l'entreprise aussi. Donc, plus vous vous soumettez aux bonnes pratiques de fabrication, mieux c'est. Donc, essayez de se conformer aux bonnes pratiques de fabrication et de les traduire exactement comme on le demande dans vos procédures. Cela vous éviterait des rappels, des non-conformités lors des audits ou des inspections et puis peut-être un retrait de licence ou alors des amendes. On a vu dans des bonnes pratiques de fabrication sur un des jeudis qualité que au niveau de certains pays, comme c'est une loi, les bonnes pratiques de fabrication, cela peut se traduire par une condamnation à la justice ou alors vous encourez des peines pénales ou alors des peines civiles selon les pays dans lesquels on évolue. Ce qui est sûr, aux États-Unis, le fait de ne pas suivre les bonnes pratiques de fabrication est considéré comme un fait de droit criminel. Okay? Donc, vous pouvez aller en prison si vous enfreignez aux lois des bonnes pratiques de fabrication. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais aux États-Unis, vous pouvez aller en prison si vous n'observez pas les lois des bonnes pratiques de fabrication. Ensuite, qu'est-ce que c'est que les bonnes pratiques de fabrication? On ne va pas rentrer dans les détails ici. Si vous avez besoin d'informations plus poussées, vous avez sur YouTube ou sur Facebook, nous avons toutes nos vidéos sur nos jeudis qualité et il y en a plein sur les bonnes pratiques de fabrication que vous pouvez suivre et revenir sur la définition ou le contenu de ce que c'est que les bonnes pratiques de fabrication. Mais ici, nous allons donner un bref aperçu rapide qui va nous permettre d'aller plus loin et de voir comment est-ce qu'on peut les décrire en procédure. Donc, les bonnes pratiques de fabrication constituent l'ensemble des lignes directrices garantissant que les produits pharmaceutiques sont fabriqués et contrôlés de manière cohérente selon les normes de qualité adaptées à leur usage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les bonnes pratiques de fabrication BPF, constituent l'élément clé des règles, des principes qui vont garantir que le produit pharmaceutique, le médicament est bien fabriqué et que ça n'entraîne pas une conséquence dramatique auprès de la population, auprès des consommateurs. Donc, pour se référer, on peut avoir les bonnes pratiques de fabrication de la zone UMOA. Vous pouvez aller googler ça, vous allez le voir sur Internet. On a les bonnes pratiques de fabrication de la zone européenne, de l'Union européenne, dans EU GMP. On a les bonnes pratiques donc de ICHQ 7, tout ça là on a vu déjà cette terminologie. On a le 21 CFR PAC 210 et 211 de la FDA. Donc ce sont des bonnes pratiques de fabrication qui sont reliées à chacun des pays. Comme on l'a vu dans nos jeudis qualité, chaque pays ou chaque groupe de pays a une bonne pratique de fabrication ou a des bonnes pratiques de fabrication. Comme on le dit, c'est une loi. Donc, les lois sont votées au niveau de chaque pays ou de groupe de pays pour avoir des bonnes pratiques de fabrication. Et lorsqu'on prend
ce document ou cette loi des bonnes pratiques de fabrication, en général, dans les pays, ça va se présenter sous forme de la loi sur les aliments et drogues. Okay? Aux États-Unis, c'est Food and Drug Administration, comme son nom l'indique. Donc, ça va être Food and Drug Act. Ou peut-être aux États-Unis ou en Europe, ça va être la loi sur les aliments et drogues en français, au Canada, etc., etc. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Et dans ce document de bonnes pratiques de fabrication, on va distinguer 4 piliers, c'est-à-dire une partie qui va concerner le personnel, parce que les humains sont au centre de tout. Il y a une partie qui va être les locaux et les équipements, parce que sans les locaux et les équipements, il n'y a pas de fabrication de produits pharmaceutiques en tant que tel. Ensuite, il y a le troisième pilier qui est la documentation. La documentation, c'est sûr que tout ce qu'on fait en pharmaceutique est documenté, tout ce qui est documenté doit être fait, tout ce qui est écrit est, est enregistré. Donc, si vous faites quelque chose et que ce n'est pas écrit, c'est pas bon. Et si c'est écrit et que vous ne faites pas, ça peut considérer comme une fraude ou une falsification. Donc, évitez d'entrer dans ces jeux-là. Okay? Ensuite, il y a les processus ou les procédés. Donc, ça prend un procédé de fabrication. Donc, vous voyez les piliers. Donc, les 4 réunis font ce que nous appelons les bonnes pratiques de fabrication. Parce que le personnel doit être qualifié, formé et doté de responsabilités pour agir, pour fabriquer. Les locaux, les équipements sont bien conçus, sont bien entretenus, sont qualifiés. La documentation est claire, approuvée, traçable. Donc, on suit la fameuse réglementation sur l'intégrité des données, vous voyez. Ensuite, les processus ou les procédés de fabrication sont validés, contrôlés et améliorés de façon continue. Donc, vous voyez bien que tout ce que nous venons de dire, c'est ce que Mivado Global Performance va proposer dans tous ces services et solutions. Vous voyez, donc ce sont des éléments qui sont directement liés aux bonnes pratiques de fabrication et que nous essayons de proposer aux clients parce que ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande du personnel qualifié. Alors nous avons des personnels qualifiés, nous avons le temps, nous avons les procédures aussi, si vous voulez, on peut les implanter pour vous. Tout le système qualité peut être mis en place par Mivado Global Performance pour vos besoins de production de produits pharmaceutiques. Et nous assurons aussi le contrôle s'il y a lieu. Alors, si on fait tout ça, cela ne veut pas dire que tout se déroule comme sur des patins à roulettes, non. Loin de là. Le monde pharmaceutique est plein de petits défis. Donc, que ce soit au niveau réglementaire, que ce soit au niveau de l'implantation des systèmes qualité, que ce soit au niveau des procédés, que ce soit au niveau de l'entretien des bâtiments, que ce soit au niveau de la maintenance des équipements, il y a toujours des défis et que nous devons, sur lesquels nous devons agir. Ces défis, un de ces défis, c'est le défi au niveau des tests réglementaires. Okay? Lorsqu'on va passer du test réglementaire à la pratique, comment cela se traduit? C'est un défi parce que souvent, les tests réglementaires sont écrits dans un langage juridique et technique. Donc, il faut comprendre ce langage, il faut analyser les mots, le contenu, etc. Ça prend des exigences, des fois génériques. Donc, ce n'est pas dit que vous devez faire ci et ça de façon textuelle. Non, le réglementaire va être générique, donc sans spécification précise. Donc, c'est à vous d'interpréter le test et de s'assurer que vous êtes en conformité avec ces tests-là. Donc, souvent, ils n'ont pas de contexte spécifique. Ils vont dire, il faut s'assurer que le procédé soit validé avant de mettre le produit sur le marché. Mais on ne va pas vous dire comment vous devez valider vos procédés. Vous voyez? Donc,
tout cela semble être un défi pour certaines entreprises qui n'ont pas toutes les ressources nécessaires en place pour décortiquer, n'est-ce pas, les tests réglementaires. D'autre part, pour traduire tout cela en procédure opérationnelle, nous, en tant que opération ou personnel opérationnel, nous devons adopter un langage clair et accessible à nos opérateurs. Okay? Souvent, les opérateurs ont un niveau quand même assez élevé de compréhension, mais il faut qu'on soit quand même terre à terre pour ne pas compliquer leurs tâches. Donc, cela dit que les instructions de travail doivent être spécifiques, claires, avec des mots pas trop compliqués. On ne doit pas être ambigu, ça doit être évité. On va adapter le langage au poste du travail ou alors adapter la procédure au poste du travail. Donc, sans toute forme de complication. Si le poste de travail, c'est faire de l'emballage, il faut que les BPF, la partie des BPF reliée à l'emballage soit traduite donc au niveau de cette activité d'emballage, donc qui est spécifique au poste d'emballage, vous voyez. Donc c'est comme ça qu'on va traduire toutes les bonnes pratiques de fabrication en procédure. Donc ça sera morcelé, on va créer des groupes de procédures, on va créer ou des groupes d'activités, ok, par rapport à nos procédures. C'est important de suivre cette façon de faire pour ne pas embrouiller vos opérateurs, pour ne pas surcharger vos opérateurs avec des instructions ou des procédures qui ne sont pas reliées à leur domaine spécifique. Alors, pour traduire les bonnes pratiques de fabrication en procédures opératoires normalisées, nous vous conseillons de suivre cette méthodologie en 5 étapes. D'abord, il faut analyser les tests, les décoder, les comprendre, savoir ce que les bonnes pratiques de fabrication veulent dire par rapport à ces énoncés. Parce qu'on parle des principes des bonnes pratiques de fabrication. Cela veut dire que un principe, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est mondialement ou universellement connu. Ok, on sait que les produits, ou on sait qu'avant de fabriquer des produits de santé, il faut avoir une licence. Ça, c'est une exigence terre à terre normale, ok, et courante. Donc maintenant, qu'est-ce que ça prend pour avoir cette licence? C'est là où il faut faire des analyses, il faut comprendre, il faut décoder, il faut lire d'autres documents qui sont reliés donc, à cette partie de la réglementation pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. En deuxième position, nous vous demandons de cartographier vos procédés, vos processus. C'est toujours bien de cartographier, de mettre sous forme de dessin ou de diagramme ce qu'on veut faire, puis après mettre les mots sur ce qu'on veut faire. Vous voyez? Donc, c'est plus facile d'avoir un schéma de principe avant de décrire sa procédure. C'est toujours aidant. Ensuite, on rédige la procédure de façon structurée. Il y en a qui ont des gabarits de documents en place, qui ont des gabarits de structure de leur procédure, c'est bien, mais on veut être visible, on veut être adapté aussi donc, au poste de travail. Donc, on va en tenir compte lors de la rédaction. Ensuite, nous devons valider notre procédure en faisant de la relecture, des revues et aussi de l'approbation de cette procédure-là. En général, on demande à ce qu'il y ait 2 signataires minimum, c'est-à-dire la personne qui a rédigé la procédure et la personne qui a révisé la procédure. Donc, minimalement, ça prend 2 personnes pour approuver une procédure pharmaceutique. Il a dit minimalement. Ensuite, on fait la mise en vigueur. Donc, on déploie la procédure. Donc,
Ce déploiement consiste à former les gens, à former les utilisateurs et à faire à vulgariser l'information de la procédure, à implanter la procédure dans notre usine de production. Donc, chaque étape de la mise en place d'une procédure ou de la rédaction d'une procédure s'appuie sur la précédente. Évidemment, s'il n'y en a pas, on va dire que c'est la première mise à jour. En tout cas, c'est le tout premier document que nous initions s'il n'y a pas d'historique lié donc à notre procédure. Parce que l'objectif est de transformer progressivement une exigence réglementaire abstraite en une instruction de travail concrète. Vous voyez, mesurable, exécutable par l'ensemble des opérateurs. Parce que si c'est tout ce qu'on mesure peut être amélioré. Si vous n'êtes pas capable de mesurer la chose, vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc, il faut que ça soit concret, ça soit lisible, exécutable, etc., etc. Donc, ce sont des critères importants lorsqu'on rédige une procédure au niveau d'une usine ou d'un laboratoire de fabrication de produits pharmaceutiques. Donc, si nous revenons à la toute première étape qui est d'analyser, de décoder le test des BPF, nous allons voir que l'objectif ici, c'est de comprendre l'intention derrière chaque exigence. OK? Donc, comprendre l'intention derrière chaque exigence demande à mettre en place des actions clés. OK? Donc, ces actions clés, c'est d'abord identifier les mots obligatoires. Donc, les mots obligatoires que nous avons dans notre test, c'est doit, il faut et requis. Donc, ces mots-là, souvent, quand c'est employé ou c'est verbe, cela veut dire que l'action que nous devons poser est obligatoire ou l'activité qui est décrite est obligatoire sur le plan réglementaire. Nous devons aussi distinguer les exigences par rapport aux recommandations. Shall et should, comme en anglais souvent. Donc, il faut, quand on dit shall, c'est une exigence et quand on dit should, c'est une recommandation. Bon, ce sont des codes à avoir, mais en français, on dit toujours vous devez, il doit. Donc, voilà, c'est le verbe devoir souvent, mais il y a d'autres mots qui peuvent signifier cette obligation. Vous pouvez dire il est nécessaire de, il est requis de, ou toujours s'assurer. Donc, s'assurer de faire ci, s'assurer de faire ça. Donc, ces verbes ou ces mots permettent de rendre obligatoire l'action qui va suivre. Donc, ce sont des éléments clés à retenir. On nous demande aussi de répéter les critères mesurables. Donc, on répète, mais on répère, on les souligne, ces critères mesurables, c'est-à-dire le temps, la température, la fréquence, ce sont des choses qui sont mesurables. Donc, ces critères-là sont mesurables, donc il faut les soulever. Nous devons identifier les références croisées avec d'autres sections, avec d'autres documents. Donc, tout ça, ça fait partie donc des bonnes pratiques de rédaction en fait des procédures opératoires normalisées. Comment on le fait? On va utiliser des outils d'analyse comme les grilles de lecture structurées par chapitre BPF ou alors on va utiliser des matrices exigence, impact, criticité. D'autres éléments comme la checklist, c'est-à-dire les listes de vérification de conformité par processus ou alors des bases de données des interprétations précédentes, des lois ou des principes de bonnes pratiques de fabrication peuvent être utilisés aussi à cette fin. Donc, ce sont des outils. On ne vous demande pas d'utiliser ce que nous proposons aussi. Vous pouvez développer votre propre outil aussi. C'est reconnu. Si vous avez une meilleure façon de faire
de transcrire les bonnes pratiques de fabrication en procédure, vaut mieux l'utiliser. Si vous n'en avez pas, nous vous proposons une façon de faire. Elle marche à tous les coups. Elle n'est pas standard, mais elle marche à tous les coups. Donc, c'est la plus facile pour nous et c'est ce que nous utilisons souvent pour nos clients. L'étape 2 de notre approche, c'est la cartographie donc, des processus. Il faut toujours relier chaque exigence des BPF au processus concerné. Par exemple, quand on dit stabilité, il faut aller voir dans les bonnes pratiques de fabrication la partie stabilité qui nous concerne et le relier à notre processus de stabilité. Comment nous, dans notre laboratoire, on va conduire les études de stabilité. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, lorsqu'on met ça en place, on va s'assurer que c'est conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Vous voyez? Donc, si les bonnes pratiques de fabrication disent que l'étude de stabilité d'un produit se fait dans le contenant, se fait avec le produit qui est emballé dans son contenant commercial, donc on devait suivre cette exigence-là, etc., etc. Donc, c'est essentiel de relier chaque exigence des bonnes pratiques de fabrication à notre processus ou à nos activités. Donc, cela nous permet de distinguer ici quelques activités. Par exemple, la réception des matières ou l'achat des matières. Qu'est-ce que ça prend? Quel chapitre de BPF fait référence donc aux matières premières? Nous devons aussi distinguer dans cette activité ou dans ce processus la pesée et la distribution. Il y a la fabrication et le mélange. Nous avons le conditionnement primaire, le conditionnement secondaire, nous avons le contrôle qualité, la libération de l'eau. Donc, tous ces éléments constituent des activités ou, oui, des processus que nous opérons en usine régulièrement, donc à chaque fois. Et ça va être répétitif, ces points-là. Donc, on va acheter des matières premières pour faire la fabrication. On va les peser de toute façon, puisque nos recettes, c'est à base de quantités d'ingrédients qu'on va mélanger ensemble. On va fabriquer. Par fabrication, on attend peut-être dissolution dans l'eau, mélange de poudre, etc., etc. Donc, on va brasser. C'est comme faire la poutine, faire la cuisine, je veux dire. Donc, ce sont la chimie, un mélange des ingrédients, etc., pour avoir quelque chose, un mélange peut-être homogène qui sera compressé par après. On va faire du conditionnement. Le produit sera conditionné, emballé pour le préserver donc de toute contamination, de tout risque donc de dégradation. Et le contrôle qualité va faire son jeu, va vérifier, va tester, va analyser que le produit rencontre ses attributs qualité, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment l'étape 2 va se cartographier par rapport au processus. Et vous pouvez penser à ça quand je vous pose la question à savoir quelle exigence des bonnes pratiques de fabrication s'applique donc à ce processus de réception de matière. Le savez-vous? Vous pouvez aller voir dans vos bonnes pratiques de fabrication respectives et peut-être donner la réponse dans les commentaires lorsque la vidéo sera en ligne sur YouTube ou alors sur Facebook. Ou alors, qui sont les acteurs qui s'impliquent donc, et leurs responsabilités. Une autre question, c'est quels sont les points critiques de contrôle de votre procédé de fabrication, par exemple? Donc, quelles données doivent être enregistrées et traçables? Donc, toutes ces questions, normalement, lorsqu'on va se les poser, vont nous permettre de bien écrire notre procédure, tout simplement. Ce ne sont pas des questions pièges, mais ce sont des aides, OK? Des questions qui vont nous aider donc à mieux appréhender notre procédure, à mieux structurer notre procédure. Donc, on veut savoir qui fait quoi, quand, comment, pourquoi. Et vous voyez, donc, et où. Donc, c'est sur la ligne de production, quelle production, ligne d'emballage, ligne de
compression, etc., etc. Donc, à chaque fois, on va déterminer ces éléments-là pour pouvoir mieux ficeler, mieux décrire notre procédure ou notre instruction de travail. Au niveau de l'étape 3, maintenant, rédiger la procédure, la SOP, comme on dit. Ici, on va peut-être donner les grandes lignes au niveau de la structure au niveau de la structure donc d'un document du SOP. Donc, pour que votre document soit clair et que ça représente les standards donc du monde pharmaceutique, vous devez avoir les sections suivantes. L'objet donc de votre procédure. Cette procédure a pour objet de définir peut-être les pratiques au niveau de la pesée ou les activités de pesée dans notre usine, dans notre laboratoire de fabrication de produits pharmaceutiques. Domaine d'application, cette procédure s'applique à tous les produits, par exemple, ou alors à certains produits avec exception, etc., etc. Donc, on va donner les références. En 3, en 4, on va citer les responsabilités qui sont ceux-là qui sont responsables de cette activité, de ce processus de matière première. Vous voyez, il y a le premier responsable, le deuxième, le troisième, et puis il y a la qualité qui va tout normalement contrôler, vérifier, s'assurer que la procédure est conforme donc aux exigences réglementaires. Ensuite, il y a le mode opératoire, c'est la description proprement dite des actions qui seront menées. Vous voyez, ça va faire partie du mode opératoire. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes en français disent procédure opératoire normalisée ou standardisée. Donc, ce sont des terminologies, ça varie d'une entreprise à l'autre, d'une entité de fabrication à l'autre. Puis, on va avoir une section qui va décrire les enregistrements et une section qui va décrire la gestion des écarts. Okay. Les écarts, ça peut être la déviation, ça peut être le change control, ça peut être nommer les événements qualité, les déclarations d'événements, etc., etc. Donc, ce sont les principales sections que nous attendons à voir au niveau donc d'une instruction de travail ou alors d'une procédure opératoire standardisée ou SOP en anglais, Standard Operating Procedure. Donc, voilà. Donc, l'objet, vous savez que c'est juste pour décrire le pourquoi cette procédure existe, quel process il couvre, etc., etc. Donc, il est important de s'assurer que la rédaction tienne ces sections-là au fur et à mesure que nous déclinons notre procédure. C'est important d'harmoniser vos pratiques au niveau des bonnes pratiques, au niveau de la gestion donc des procédures et des instructions de travail. Et votre procédure doit refléter ces différentes sections pour être jugée conforme vis-à-vis des bonnes pratiques de fabrication. D'ailleurs, il y a certaines bonnes pratiques de fabrication qui donnent des indications, je dirais, par rapport aux procédures opératoires normalisées, la façon dont les procédures opératoires normalisées doivent être structurées et documentées. Alors, quelles sont les règles de rédaction d'une procédure efficace? C'est sûr que il y a plusieurs règles, comme j'aime le dire. Chaque entreprise va utiliser ce qui lui semble favorable, ce qui lui semble peut-être adapté donc à son opération ou à ses opérations. Mais une façon plus standard de le faire, c'est ça que nous vous proposons, encore une fois. Donc ici, il faut toujours utiliser les verbes d'action. Je fais, c'est une verbe d'action. Je dirige l'équipe, c'est une verbe d'action. Etc. Donc, toujours commencer chaque instruction par un verbe à l'infinitif, vérifier, enregistrer, nettoyer. Vous voyez? Donc, le verbe d'action permet de faire l'activité. Ensuite, vous devez
essayez d'avoir une étape, une action, une phrase, une action pour rendre votre procédure claire. Donc, découpez les actions complexes en sous-étapes simples et séquentielles. 1. Ouvrez le couvercle. 2. Regardez s'il y a un fond d'eau. 3. Videz l'eau. 4. Nettoyez le bassin. OK? 6. Séchez le bassin. 7. Rangez le bassin dans le placard. Voilà. Donc, l'activité est décortiquée en une action simple à chaque étape. Donc ça permet d'avoir une meilleure compréhension donc, de l'action qu'on veut faire véhiculer, de l'information qu'on veut faire véhiculer. C'est pour ça que c'est plus facile pour tout le monde. Ensuite, il faut mettre des critères qui sont vérifiables, qui sont euh, euh, mesurable. Donc, ces critères, on l'a déjà dit, mais je le répète, c'est la température, c'est le temps, c'est la pression, nommez-les, tous ces critères-là, ces éléments qu'on peut mesurer. Donc, c'est bon de les avoir parce que ça permet d'offrir une autre précision donc, à notre procédure. Ensuite, ça prend des supports visuels. Autant que vous pouvez mettre des supports visuels, ça peut être des photos, ça peut être des croquis, des schémas, des diagrammes de flux ou alors toutes sortes d'éléments visuels qui permettent de comprendre le concept qui est en arrière de votre procédure ou de l'action. Donc, c'est toujours bien d'avoir ce genre de visuel-là parce que tout le monde, on est tous différents. Il y en a qui vont mieux comprendre quand ils écoutent. Il y en a qui vont mieux comprendre quand ils voient. Il y en a qui vont mieux comprendre quand ils lisent. Donc, dans tous les cas, on veut satisfaire nos opérateurs, on veut leur donner des outils pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, livrer la marchandise. Donc, euh, on va user de tous les moyens pour leur faire comprendre comment la procédure va marcher, etc., etc. Un autre élément, c'est le test utilisateur. Donc, c'est bien de faire exécuter la procédure par un opérateur non formé, par exemple, pour valider la clarté. Quelqu'un qui n'a jamais opéré une machine. Vous écrivez une procédure, vous lui donnez la procédure. Si la personne arrive à exécuter la procédure sans poser des questions, ou peut-être avec des questions, on dit, bon, ok, on a réussi sa procédure. Mais si c'est difficile d'opérer la machine, même avec la procédure, cela veut dire que les étapes qui sont décrites ne sont pas claires. Donc, il faut réviser cette procédure-là et l'adapter de façon à ce que ça soit plus clair pour le ou les opérateurs. En sixième position, le vocabulaire uniforme. Évidemment, dans notre laboratoire, on doit s'assurer d'utiliser un glossaire standardisé pour éviter toute ambiguïté. Donc, les mots doivent être définis, les mots complexes doivent être définis, les acronymes doivent être définis, etc., etc. Les abréviations doivent être définies et claires pour tout le monde. Ça doit être standardisé pour que les gens comprennent la même chose sur tous les plans. Au niveau de l'étape 4, c'est là où on va valider et approuver la procédure. Donc, l'objectif, c'est de garantir que la procédure est conforme, complète et applicable. Donc, cela passe par la revue technique. Donc, il y a des experts qui vont vérifier la faisabilité, les attitudes techniques donc des instructions. Ce sont les experts métiers. Ensuite, il y a la revue qualité. Donc, l'AQ, l'assurance qualité, vérifie la conformité aux exigences réglementaires et la conformité documentaire. Évidemment, ils vont passer en revue tous les éléments qui sont décrits, même la forme de la procédure, pour s'assurer de leur conformité. Ensuite vient la troisième position, qui est le test terrain. Donc, il faut demander à un opérateur d'exécuter la procédure en conditions réelles pour éviter pour valider la clarté, parce que on veut que les gens fassent les choses bon du premier coup. Donc, il faut clarifier ça. Ensuite,
L'approbation finale. Donc, lorsque tout est clair pour tout le monde et que tout le monde assimile ou la procédure est jugée conforme aux standards de l'entreprise et aux standards des bonnes pratiques de fabrication, on peut maintenant approuver la procédure. C'est la direction, l'AQ, la personne ressources, etc., vont approuver la procédure pour que la procédure soit effective, soit mise en vigueur, comme on le dit dans notre jargon. Donc, c'est essentiel de passer par ces étapes-là pour éviter toute confusion au niveau de la procédure. OK? Donc, toujours faire réviser la procédure, assurer une certaine qualité au niveau de la procédure, faire des dry runs, comme on le dit dans notre jargon, ou alors les tests terrain, ensuite approuver la procédure pour la mise en vigueur. Et l'étape 5 vient lorsque la procédure est prête pour être vulgarisée ou lorsque la procédure est approuvée, on fait la formation et on déploie. Donc, la formation et déploiement de la procédure vient toujours à l'étape 5. C'est la toute dernière étape au niveau de ce processus-là qui permet, n'est-ce pas, de s'assurer l'adaptation et l'adoption et la bonne exécution par tous les acteurs de notre laboratoire d'analyse ou alors de notre laboratoire de production pharmaceutique. Et en quoi consiste cette étape-là de former et de déployer la procédure? On a un plan de formation. Cela veut dire que l'entreprise doit, d'ailleurs, le plan de formation, pour ceux qui ne le savent pas, la formation est une exigence des bonnes pratiques de fabrication. OK? Donc, les gens doivent être formés, régulièrement formés, avec une fréquence bien déterminée. Donc, les sections par groupe cible peuvent être organisées pour faire vulgariser l'information de la procédure. On peut avoir des évaluations de compétences avant et après pour chaque formation. On donne obligatoirement une attestation ou un certificat et habilitation si c'est demandé, si c'est requis. En deuxième partie, la deuxième partie concerne la communication. Donc, c'est de présenter les changements qui ont eu lieu lors d'une réunion d'équipe. On peut afficher des points clés donc, dans les zones de travail. On peut aussi périodiquement accompagner les opérateurs sur le terrain pour s'assurer qu'ils comprennent bien et qu'ils mettent en exécution euh, la procédure telle que nous l'avons écrite. Donc, c'est important de s'assurer que cette communication soit active et dynamique dans l'usine pour permettre la bonne compréhension donc, de la procédure par tout le monde. Ensuite, on fait un suivi post-déploiement, évidemment. Ça va se passer par des audits, des checkpoints, des checklists qu'on va faire. La Q va faire le tour, va vérifier, va auditer la conformité. Donc, selon la fréquence qui est donnée, 30, 60, 90 jours. Ensuite, on collecte les retours des utilisateurs pour faire une mise à jour itérative de cette procédure-là. C'est pour ça qu'on va parler dans notre jargon des bonnes pratiques de fabrication, de l'amélioration continue. Pour faire cette amélioration continue, on a besoin de retours donc, des utilisateurs, ce qui permet de, n'est-ce pas, de mettre à jour notre procédure et d'être en conformité avec ce que le plancher nous dit. C'est essentiel de suivre ces étapes-là au niveau donc de la gestion de la qualité. Souvent, c'est la qualité qui va faire ce suivi post-déploiement pour s'assurer que les informations sont bien comprises, sont partagées et que les inquiétudes sont relevées et réglées vis-à-vis donc des bonnes pratiques de fabrication. Ce qui nous amène à parler donc d'études de cas. Ici, nettoyage des équipements. Avant, avant et après. Donc, avant, c'est l'exigence des BPF chapitre 3.36. Ici, on dit les équipements doivent être nettoyés selon les procédures validées afin d'éviter toute contamination croisée.
Les résidus de produits précédents doivent être éliminés à un niveau acceptable. Bon, ici, le chapitre 3.36, là, ça concerne les bonnes pratiques de fabrication de l'Union européenne, hein. Donc, il ne faut pas se aller chercher de midi à 14 heures. Normalement, si vous prenez n'importe quelle bonne pratique, vous avez cette exigence donc, de nettoyage des équipements. C'est obligatoire. Okay. Donc, le problème, c'est que la procédure ici, telle que décrit, je le répète, les équipements doivent être nettoyés selon des procédures validées afin d'éviter toute contamination croisée. Les résidus de produits précédents doivent être éliminés à un niveau acceptable. Cette façon d'écrire ne correspond pas tellement à ce que nous venons de voir parce qu'il y a un problème, le problème de seuil. Pas de méthode spécifiée, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fréquence qui est spécifiée. Comment on fait le nettoyage, c'est pas dit. Okay. On peut dire que nettoyer l'équipement selon l'instruction de travail telle, et dans cette instruction, on a la façon de nettoyer. On demande de mesurer peut-être les résidus qui restent sur l'équipement avec un seuil peut-être minimum de 0,5 millilitres par gramme, je ne sais pas moi, des unités ou 0,5 mol du produit chimique précédent. Donc ça, ce sont des seuils qu'il faut atteindre. La méthode, on doit le spécifier. La fréquence, est-ce que c'est par jour, c'est à chaque fabrication, est-ce que c'est dans un an ou chaque année, etc., etc. On n'a rien de tout ça. Donc, cette procédure va être reprise en vert, donc c'est ce qui est après, pour dire que c'est la procédure SOP nettoyage 042. Vous voyez la différence. Donc, on dit 1. Rincer à l'eau purifiée pendant 5 minutes. 2. Appliquer le détergent D450 dilution 1 dans 20. Vous voyez des précisions. 3. Brosser les surfaces pendant 10 minutes. 4. Rincer 3 fois à l'eau purifiée. 6. Écouvillonner seuil inférieur à 10 ppm produit précédent. Vous voyez. Ensuite, enregistrer dans le log de nettoyage un EQ F01. Vous voyez la différence entre les deux procédures, avant et après. Donc, c'est ça qu'on disait tantôt, il faut être précis, mesurable, clair, décortiquer les actions, étape par étape, ligne par ligne, action par action, ce qui permet d'avoir une meilleure clarté, une meilleure façon d'écrire des procédures pour que ça soit plus facile à exécuter par les opérateurs. Bon, ça c'est un exercice que je vais vous demander de faire chez vous. Donc, peut-être vous pouvez vous constituer en groupe de travail si vous êtes des étudiants ou alors vous êtes en entreprise que vous travaillez de façon ensemble. Vous pouvez essayer de faire cet exercice chez vous. Donc, la consigne, c'est à partir de l'exigence BPF suivante, rédiger une procédure opérationnelle. Je vous donne l'exigence des BPF. Le personnel doit recevoir une formation initiale et continue, y compris en matière d'hygiène. L'efficacité de la formation doit être évaluée périodiquement. Donc, on vous demande d'écrire une procédure à ce sujet. Vous pouvez essayer chez vous, compte tenu de l'exemple qu'on a vu précédemment, et aussi de la structure d'une procédure opératoire normalisée qui a été vue dans ce webinaire. Donc, vous pouvez baser sur cet élément écrire votre procédure. C'est très facile à faire. Ce qui peut, si vous voulez que ça soit corrigé par nous, vous pouvez nous l'envoyer. Vous connaissez notre adresse, vous connaissez nos pages web, www.mivado.com. Vous avez dans la partie contact et puis vous pouvez nous soumettre ou alors vous utilisez notre email mivado@mivado.com et vous nous envoyez votre copie. Ça nous ferait plaisir de le revoir
de revoir votre copie avec vous sur rendez-vous, etc. Donc, incluez l'objet, responsabilité, mode opératoire détaillé, critères d'évaluation et enregistrement. Donc, ce sont les mots, les sections que nous voulons voir dans cette procédure que vous allez écrire, basée sur la consigne qui est donnée. OK? Donc, voilà. Je répète, à partir des consignes de l'exigence des bonnes pratiques de fabrication suivant de rédiger une procédure opératoire normalisée, c'est-à-dire le personnel doit recevoir une formation initiale et continue, y compris en matière d'hygiène. L'efficacité de la formation doit être évaluée périodiquement. Donc voilà la consigne. À partir de là, vous nous écrivez une procédure qui contient les sections suivantes: l'objet, responsabilité, mode opératoire détaillé, critères d'évaluation et enregistrement. Nous allons terminer notre webinaire par quelques pièges à éviter. En effet, lorsqu'on traduit les bonnes pratiques de fabrication en procédure opératoire normalisée, il est essentiel de ne pas tomber dans ce genre de pièges, c'est-à-dire faire copier-coller du test de la réglementation. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire copier les tests de la réglementation dans votre procédure opératoire normalisée. Parce qu'on a vu, les tests de la réglementation ne sont pas standardisés, il n'y a pas de contexte, ils sont très généraux. Les tests sont généraux, je veux dire. Donc, ça ne dit absolument rien comment vous allez faire, comment vous allez travailler, etc., etc. Donc, faire du copier-coller du test réglementaire, c'est complètement banni hors question. Ça ne devait même pas nous venir en idée. Donc, vous devez traduire tout cela dans vos propres mots euh, selon l'exigence de votre laboratoire, selon le contexte de votre laboratoire et selon les opérateurs et l'activité que vous faites. Ensuite, les procédures trop longues, c'est à éviter. Il faut limiter les procédures à 10-15 pages maximum. Il ne faut pas aller au-delà. Donc, si possible, vous pouvez découper la procédure. OK? Ça prend une petite procédure de quelques pages sur l'hygiène et la sanitation et du personnel. Ça prend une procédure toute simple sur le nettoyage des salles. Ça prend une procédure toute simple pour la peser, etc., etc. Donc, essayez d'être bref, ne pas trop surcharger vos procédures. Ensuite, les termes vagues sont à proscrire régulièrement, adéquat, nécessaire. Déjà, la réglementation va utiliser des fois le mot adéquat. Bon, eux, ils peuvent le dire, mais nous, en industrie, on doit mettre des limites, on doit être plus clair que ça. Et on ne peut pas dire il est nécessaire ou il est adéquat ou régulièrement faire ceci, régulièrement faire cela. Non, on doit avoir une fréquence. C'est une fois par mois, une fois tous les 2 jours, une fois tous les 15 jours. C'est hebdomadaire, c'est mensuel, c'est annuel. Voilà, des précisions qu'on doit apporter donc à certaines procédures. Ensuite, il est fondamentalement non souhaitable d'oublier les écarts. OK? On doit prévoir systématiquement la gestion des déviations dans nos procédures. Dans toute procédure, il faut qu'on prévoie qu'il va y avoir des écarts et on prévoit comment on va les régler d'office. OK? Si c'est la procédure de nettoyage, OK. Un écart, exemple d'un écart, c'est que lors de la fin de la fabrication, l'opérateur a oublié de nettoyer son équipement avant la deuxième opération. Alors, comment vous allez régler cet écart-là? C'est ça qu'on veut dire. Donc, il faut toujours prévoir la façon dont les écarts doivent être résolus, doivent être gérés dans vos procédures à chaque fois. Donc, si la procédure n'a pas de visuel,
C'est pas dramatique mais c'est souhaitable qu'on ait des visuels. On peut avoir des photos, on peut avoir des diagrammes de processus, on peut avoir tout ce que vous voulez, de façon que ça soit visuel et pour l'opérateur ou pour le lecteur, pour mieux comprendre. Parce que on sait que le concept peut être différent du contexte. Donc, il faut prévoir du visuel. La formation insuffisante, c'est un piège à ne pas, dans lequel on ne doit pas tomber. Il faut que tout le monde soit formé, bien formé. Il faut vulgariser sa procédure. Il faut que les gens soient au courant. Donc, former, évaluer, pas simplement faire signer les procédures. OK? Donc, il faut former et évaluer. Donc, ce sont des pièges que nous tenons à vous signaler pour éviter de des produits, des procédures, juste pour produire des procédures. Ensuite, les facteurs de succès, bon, on sait que l'implication des opérateurs dans la rédaction des procédures, c'est toujours un acte gagnant. Donc, il faut le plus possible impliquer les gens, d'autres personnes dans la façon dont vous rédigez les procédures. Les rédacteurs doivent consulter les utilisateurs finaux, donc dès la conception. Une procédure écrite sans le terrain ne sera pas suivie. C'est essentiel. Ensuite, un autre facteur de succès, c'est l'approche par les risques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de gestion de risque. D'ailleurs, vous allez le voir dans sur YouTube, Facebook, nous avons toute une vidéo, un jeudi qualité sur la gestion des risques. Vous pouvez aller revoir pour des notions complémentaires. On parlait donc de prioriser les procédures selon la criticité, donc impact patient, fréquence d'utilisation, historique des écarts. Ce sont des éléments à considérer lorsqu'on va rédiger ou va mettre en place des procédures. L'autre facteur de succès, c'est l'amélioration continue, c'est la gestion du changement aussi. Donc, tout changement de procédure doit être suivi par un processus de changement documenté, traçable. Évidemment, nous sommes en pharmaceutique. Tout ce qu'on fait est documenté, tout ce qui est documenté est fait. Et donc, si vous voulez changer vos procédures, vos façons de faire, vous devez documenter cela grâce à une procédure qu'on appelle la procédure euh, de gestion des changements. Donc, cela permet de documenter les changements que vous voulez faire et garder une trace sur ce qui est fait avant et ce qui sera fait après. Ensuite vient toute l'amélioration continue dont on parle évidemment. On planifie des revues périodiques annuelles au minimum et on intègre les retours des audits, des CAPA, des inspections, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a reçu comme information durant l'année pour que l'amélioration continue soit un succès. Donc voilà comment on va transcrire les bonnes pratiques de fabrication donc, en procédure opératoire normalisée. Si vous avez bien suivi tout ce que nous avons dit, c'est pas un examen, c'est rien, mais je vous conseille de retenir les points suivants. OK? 1. Les BPF définissent le quoi. Vos procédures définissent le comment. OK? Ça, c'est ce qui est arrêté. C'est pour ça qu'on ne doit jamais copier la réglementation dans sa procédure. Donc, c'est à éviter puisque vous dites quoi? Alors que les BPF vous demandent de faire comment. OK? Donc, il faut essayer de traduire la réglementation en vos propres termes de comment vous allez faire pour pouvoir rencontrer les exigences réglementaires. C'est ça qu'on nous demande. En 2, une bonne procédure est claire, mesurable et testée sur le terrain. En 3, la méthodologie en 5 étapes garantit rigueur et applicabilité. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre notre méthodologie. Si vous avez une méthodologie plus adaptée, vous pouvez l'utiliser, mais notre méthodologie garantit la rigueur et l'applicabilité. En 4,
L'implication des opérateurs est le facteur numéro un des réussites. Parce que la procédure, on écrit pour les gens, on écrit pour les opérateurs, on écrit pour le personnel de l'entreprise. Donc, il faut les impliquer. Si vous ne les impliquez pas, ça serait difficile que la procédure soit mise en place, soit effective, soit comprise aussi. Donc, c'est important. En 5, et non des moindres, la documentation est vivante. Okay? Elle évolue avec nos processus. Donc, toute la documentation, les bonnes pratiques de fabrication aussi. Et nos procédures sont des documents vivants puisqu'on va les améliorer continuellement selon les retours qu'on a, etc., etc. Donc, ce sont des éléments à considérer et à retenir pour cette euh, séance de webinaire de jeudi qualité qui nous a fait plaisir de partager avec vous. OK. Sur ce, nous vous disons merci. Merci de nous avoir prêté oreille et attention. Merci d'avoir consacré votre temps aussi à nous suivre. Et c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. OK. Et pour nous, c'est un plaisir d'être là tous les jeudis autant que nous pouvons pour partager les secrets et les principes des bonnes pratiques de fabrication. Donc voilà, merci beaucoup à vous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!